Alors cette fois-ci, je vais parler en français. Mais par contre, toutes mes images sont en anglais pour faciliter la compréhension pour la communauté anglophone. Alors, quand je suis arrivé pour la première fois en Antarctique, c'était à la fin de l'année 1971, j'y étais envoyé parce que le manchot empereur vit dans des conditions de froid extrême. Et j'ai découvert, au cours de l'année de mon séjour là-bas, j'ai passé 15 mois la première fois, j'ai découvert que cet animal, il était bien adapté contre le froid, mais il y avait encore plus intéressant, c'est que cet animal jeûnait et le mâle passe la moitié de l'année à jeûner. Et je croyais à l'époque, je me disais, cet animal, c'est un jeûneur professionnel, et donc il a des mécanismes que les autres animaux n'ont pas. Alors, c'est une espèce exotique, et il y a eu un éditorial il y a quelques années dans les proceedings de l'Académie des États-Unis, disant que finalement, on a peut-être tort de mettre à peu près 99% de l'argent pour la recherche en biologie sur la souris et le rat. En effet, par exemple, ce travail parle de cet animal, vous voyez ici, le rat taupe, mole rat en anglais. Le rat taupe, il a des mécanismes contre le cancer qui n'existent pas chez la souris et le rat de laboratoire. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'en faisant une navette entre une recherche de laboratoire et une recherche dans le milieu naturel, on peut découvrir des mécanismes qui, en fait, se révèlent après généralisables à l'ensemble du monde animal et en l'occurrence sur le jeûne. Alors, on va commencer par ce qu'il faut savoir, parce qu'à mon avis, c'était implicite dans beaucoup d'exposés, mais j'ai toujours voulu que les choses soient parfaitement claires. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'une nuit sans manger pour un oiseau-mouche, par exemple quand il se trouve, quand il est en train de couver dans les Andes, à haute altitude, où les conditions ne sont pas toujours très favorables, il est obligé de réduire sa température interne pour survivre jusqu'au matin. Un oiseau-mouche de 3 grammes va utiliser la moitié de ses réserves corporelles durant une journée qui ne lui permet pas de s'alimenter. C'est l'équivalent de 4 mois de jeûne pour un manchot empereur. Tout simplement parce que par unité de masse corporelle, la dépense énergétique par unité de masse corporelle est 25 fois plus grande, vous voyez à peu près 25 fois plus grande pour un animal de très petite taille, c'est-à-dire pour l'exemple que j'ai donné là, c'est parmi les oiseaux, mais pour les mammifères, ce serait shrew, la musaraigne, par rapport aux grands mammifères. Donc cette allométrie, ce qu'on appelle l'allométrie, c'est extrêmement important, il faut l'avoir en tête. Ensuite, ce qui me paraît absolument indispensable de connaître, c'est, ça a été dit tout à l'heure plus ou moins, c'est que la valeur calorique des tissus qui nous composent n'est pas la même selon les tissus. Le glycogène, c'est seulement 4 kilocalories par gramme, mais ça doit être stocké avec 3 à 5 grammes d'eau par gramme de glycogène. Les protéines, c'est seulement 4,25 kilocalories par gramme, et il faut à peu près 3 à 5 grammes d'eau par gramme de protéines pour les stocker. Les lipides, alors là c'est très intéressant, parce que les lipides ont une grande valeur énergétique, 8,7 à 9,5 kilocalories par gramme, et ça peut être stocké avec seulement 0,1 gramme d'eau par gramme de lipides. C'est pourquoi les petits oiseaux migrateurs ont une grande quantité, une énorme adiposité. Ils sont vraiment obèses en proportion de leur masse non lipidique. Donc vous voyez, finalement, 1 gramme de tissu adipeux, ça contient 6 à 8 fois plus d'énergie qu'un tissu qui stocke des protéines ou du glycogène. Alors, le résultat de cela, c'est que le glycogène,
il est épuisé après seulement 24 heures de jeûne. Par contre, pour les protéines, il faut savoir que la mort survient lorsque 30 à 50% de la masse protéique a disparu. Et ça, on le sait à travers la malnutrition. Ça a été déterminé au départ sur des enfants dans le tiers-monde, dans des pays souffrant de famine épouvantable. Et ça a été déterminé aussi lorsqu'on n'avait pas encore de moyens de lutte contre le sida, où la mort survenait lorsqu'à peu près la moitié de la masse protéique avait disparu. Mais je vous dis tout de suite, lorsque certains sont les avocats de ne surtout pas jeûner en disant qu'il est dangereux de prendre des protéines, de perdre des protéines, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que les animaux sont capables de le faire sans danger, et c'est ce que je vais vous montrer. Et puis, il y a Cahill, j'ai oublié de mettre l'année, 1970, un travail majeur qui a montré, déjà chez l'homme, que la réduction de l'utilisation des protéines corporelles est un mécanisme essentiel dans l'adaptation au jeûne. Ça a été abordé plusieurs fois, et c'est en particulier lié à l'utilisation des corps cétoniques par le cerveau. Alors, qu'est-ce que l'étude des animaux a apporté de nouveau? Un travail que j'aime beaucoup, c'est celui de Nicolas Mrozowski, qui a montré que la restriction calorique est un phénomène spontané et régulé. Je vais vous montrer comment il a montré ça, et c'est une très très belle démonstration. Il suffisait d'une balance et de beaucoup de réflexion. Alors, c'est quelque chose qu'on a reproduit, vous allez comprendre pourquoi après, au laboratoire. Ici, vous avez deux individus. Walter, il s'agit d'écureuils terrestres de Californie, Ground Mantle Squirrels, qui, durant leur période de torpeur, et une poule en incubation fait la même chose, durant la période de torpeur, maigrissent, tout simplement parce qu'ils réduisent spontanément la prise alimentaire. Alors, on peut, c'est ce qu'avait fait Mrozowski, on peut supprimer la nourriture complètement pendant quelques jours, et à ce moment-là, on a évidemment un amaigrissement plus rapide. Pareil sur la poule, à qui on supprime, la poule en incubation, à qui on supprime la nourriture. Et quand on redonne la nourriture ad libitum, l'animal reprend le poids qu'il aurait eu s'il avait continué à maigrir spontanément. C'est un phénomène régulé, tout à fait extraordinaire. Et ce que nous avons montré, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Donc, qu'est-ce que nous avons trouvé d'abord au laboratoire? Eh bien, nous avons démontré que finalement, durant la période de cette réduction calorique spontanée, l'écureuil terrestre est en équilibre azoté. Évidemment, quand on lui impose un jeûne complet, c'est-à-dire une zéro calorie diet, il a évidemment une balance négative de ses protéines. Mais beaucoup moins qu'un rat, tout simplement parce que l'écureuil terrestre est un hibernant. Donc il réduit la dépense. Quand on lui redonne de l'alimentation ad libitum, il a évidemment, par compensation, une balance positive, et après quelque temps, il retrouve sa very low, sa calorie diet spontanée, qui lui permet d'être à nouveau en équilibre azoté. Donc vous voyez comment l'organisme est capable, l'animal est capable de réguler cet amaigrissement, cette anorexie, qui est donc c'est un phénomène de jeûne spontané. Alors, comme je vous l'ai dit au départ, sur le terrain, et c'est ce que je vais vous montrer, on peut développer des concepts qu'on n'aurait jamais pu trouver sur l'animal de laboratoire et ensuite revenir au laboratoire pour en étudier les mécanismes. Alors je vous emmène dans un petit voyage, enfin un peu loin. Nous allons aller en Tasmanie pour ensuite prendre le bateau. Et si on n'est pas bloqué par les glaces, comme ça m'est arrivé il y a quelques mois seulement, on va en Terre Adélie, c'est l'endroit où a été tournée la marche de l'empereur, March of Penguins, pour étudier le manchot empereur. Et puis je vous parlerai d'un deuxième manchot qui est le
manchot royal. Kaiser and König penguin, si ma prononciation n'est pas trop mauvaise. Quelques images pour vous montrer le cycle de ces animaux. Donc, une colonne de manchots empereurs arrivant pour se reproduire à jeun. Évidemment, puisqu'ils ne s'alimentent qu'en mer. Ce n'est pas un scoop, hein, c'est la femelle qui pond, mais c'est le mâle, vous voyez, qui est beaucoup plus gros, qui va assurer l'incubation pendant 65 jours. Et au total, entre la période de formation du couple et le retour de la femelle une fois l'éclosion faite, ça représente 120 jours de jeûne. Et on sait qu'un mécanisme essentiel est le fait que les manchots empereurs se serrent les uns contre les autres pour réduire leurs dépenses énergétiques. Ensuite, la deuxième espèce, donc nous allons à Crozet, dans le sud, vous voyez, entre Madagascar et l'Antarctique, et à Crozet, nous trouvons les 2/3 de la population mondiale de manchots royaux, qui sont dans un environnement complètement différent, mais qui jeûnent également pour se reproduire, et qui plus est, leurs poussins jeûnent en hiver, car les parents les abandonnent pendant plusieurs mois. Et donc un poussin de manchot royal peut être amené à jeûner 4 mois, en partant d'un poids de 12 kg et en arrivant à un poids de seulement 3 kg. Les poussins qui ont survécu, donc ça évidemment c'est un poussin qui n'a pas de réserve suffisante, qui ne passera pas l'hiver, et les poussins qui ont survécu, ça illustre bien la théorie des vases communicants, sont nourris par leurs parents. Alors, qu'avons-nous trouvé sur ces animaux? Eh bien, ce que nous avons trouvé, on a bien confirmé ce qu'avait montré Cahill, qu'il y a une épargne protéique. Et quand on dit épargne protéique, j'attire votre attention, c'est qu'il reste toujours une part incompressible d'utilisation des protéines corporelles. Le minimum étant 4% de l'énergie produite par les protéines, et donc 96% par les lipides, puisque les réserves de glycogène ont disparu très rapidement. Là, on parle d'un jeûne qui se poursuit sur 4 mois. Et ça facilite la démonstration. Et ce que nous avons démontré, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par Michael Boschman, c'est-à-dire qu'en fait, selon que l'animal est maigre, hein, en A, c'est un animal maigre, celui-ci est maigre, c'est 20% de sa dépense d'énergie qui dérive des protéines. Quand l'animal a des réserves importantes, lipidiques importantes, c'est seulement 4%. Mais au-delà d'une certaine quantité de lipides, le fait d'en avoir davantage ne permet pas de réduire davantage l'utilisation des protéines. Par contre, ça va augmenter, le fait d'avoir plus de lipides, ça va augmenter la période 2, dont nous avons montré pour la première fois que c'était un état vraiment stationnaire. On l'a montré dès le début des années 80. Donc, vous avez un état stationnaire avec une plus ou moins bonne épargne et qui est plus ou moins prolongé selon la quantité de lipides. Et c'est un seuil dans la quantité de lipides qui va provoquer ce que nous avons appelé la phase 3, qui a été découverte à la même époque par des chercheurs américains sur des rats de laboratoire, mais dont nous avons montré qu'elle survient dans le milieu naturel. Et donc que ce n'était pas forcément un processus pathologique. Par contre, si on a un rat, par exemple, obèse, un animal obèse, eh bien, si le jeûne se prolonge au-delà de ce qu'il devrait être, l'animal va atteindre le fameux seuil de 30 à 50% de disparition des protéines, alors qu'il n'a pas atteint, alors qu'il est encore obèse et n'a pas atteint le seuil des lipides qui provoquerait l'augmentation de l'utilisation des protéines que l'on voit à ces différents stades. C'est un autre avantage d'être à jeun, c'est que l'estomac peut servir à autre chose qu'à s'alimenter. Et il y a quelques années avait été découverte une grenouille en Australie
Et cette grenouille se mettait d'abord à jeun et ensuite elle couvait ses œufs dans son estomac. Malheureusement, elle a disparu depuis. Elle fait partie de la liste d'extinction de la biodiversité. Mais on avait entre-temps pu découvrir que c'était des prostaglandines qui évitaient qu'elle dégrade ses œufs dans son estomac. Eh bien, nous, on a découvert une autre utilisation de l'estomac par nos animaux chez le manchot royal. En effet, c'est le mâle qui assure la dernière partie de l'incubation chez cette espèce, et la femelle revient, comme chez le manchot empereur, au moment de l'éclosion. Et ce que nous avons montré, c'est qu'en fonction des conditions climatiques en mer, la femelle revient plus ou moins tôt par rapport à l'éclosion, hatching. Et en fait, la femelle peut être retardée, et arriver trop tard lorsque les conditions de ressources en mer ne sont pas suffisamment bonnes. Et on a découvert à ce moment-là que le mâle est capable de conserver pendant tout ce stade de la nourriture dans son estomac et nourrir pour nourrir le poussin en absence de la femelle. Et on a même découvert le mécanisme de conservation, qui est une protéine antimicrobienne. J'ai travaillé avec Jules Hoffmann, qui a eu depuis le prix Nobel sur les peptides antimicrobiens, et on a découvert que ce peptide antimicrobien était très efficace contre des agents de maladies nosocomiales comme Aspergillus fumigatus ou le staphylocoque doré. Donc vous voyez, l'estomac peut servir à autre chose. Mais revenons au schéma, à la structure de cet exposé, où on arrive à la dernière question. La dernière question, c'est comment ces animaux font. On a vu comment ils font pour jeûner sans danger, mais à un moment donné, il arrive un moment où il est nécessaire de se réalimenter, par exemple, parce que le conjoint n'est toujours pas revenu. Quel est le mécanisme ? Alors, pour que ce mécanisme soit efficace, c'est comme sur notre voiture. Vous avez un signal qui nous indique de reprendre du carburant. Il va s'allumer alors qu'il en reste suffisamment pour faire, par exemple, 50 km sur l'autoroute. Eh bien, on a découvert que c'est la même chose chez ces animaux. Et donc, sur le terrain, dans les conditions naturelles, on a suivi des manchots empereurs, en voici deux. Ici, c'est la ligne de la côte du continent antarctique, donc ici, c'est de la glace du continent, et ici, c'est la glace de mer, avec des ouvertures dans la banquise. C'est par satellite, ces images par satellite, c'est de la glace partout, et la colonie se trouve là, et donc c'est deux individus qui sont partis à la masse minimale, au poids minimal qu'ils ont quand ils sont induits à abandonner leur jeûne, et nous avons démontré qu'ils ont une autonomie d'énergie de 180 km, on leur a appris à marcher sur tapis roulant pour montrer ça, et en fait, ils sont capables de trouver des ouvertures dans la banquise, ici, à 150 ou 130 km. Donc on a bien un mécanisme qui est analogue à celui de la notice de mon véhicule, c'est-à-dire qui anticipe une déplétion totale des carburants énergétiques. Alors, pour aller plus loin dans ce mécanisme, qui a été vraiment sur lequel on s'est concentré pendant des années, et encore maintenant, on ne pouvait plus travailler sur des animaux qui sont des espèces protégées. Il n'est pas question de faire des prélèvements. On n'a pas le droit, par exemple, de les capturer pour aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, on est revenu au laboratoire et j'avais découvert des travaux de deux Américains assez connus parce qu'ils avaient été les découvreurs, Walter, de la cafétéria Diet, c'est Sclafani et Rendell. Et Sclafani et Rendell, ils avaient publié un travail montrant que quand on met des rats à jeun, avec une roue cage à activité, ils deviennent hyperactifs à un moment donné, et d'autant plus tard qu'ils ont des réserves lipidiques importantes. Donc je me suis dit, c'est peut-être analogue à ce qui se passe lorsque le manchot atteint la phase 3,
d'accélération de l'utilisation des protéines. Et c'est ce qu'on a découvert, c'est-à-dire qu'on a découvert que les rats, ici c'est leur excrétion azotée, ils deviennent très actifs dans la roue d'activité lorsqu'ils atteignent la phase 3. Et au niveau de leur cerveau, il y a une production de neuropeptides Y, dont Michael Boschman, je crois, a parlé tout à l'heure en disant neuropeptide Y est le principal peptide stimulant la prise alimentaire. Mais ça ne suffit pas, et je vais terminer sur cette image, ça ne suffit pas d'être induit à se réalimenter après un long jeûne. Vous savez qu'il y a une atrophie du système digestif après un long jeûne, et le problème, c'est la restauration de ce système digestif. Et ce que nous avons découvert, c'est que dans le même temps où le rat a une sécrétion de neuropeptide Y, par différentes méthodes, on a découvert qu'il y a une multiplication cellulaire alors qu'il n'y a pas encore de nourriture pour restaurer à ce moment-là les villosités intestinales, et il y a un arrêt de l'apoptose à l'extrémité des villosités, donc la combinaison des multiplications cellulaires et de l'arrêt de cette apoptose va provoquer une restauration très rapide pour faciliter une prise alimentaire. Et je ne sais pas si ça vous fait penser à une histoire relativement ancienne. En tout cas, je n'ai pu m'empêcher de penser à cette histoire. Après 40 jours, il eut faim. Et là, c'est ce qui se passe pour l'animal, puisqu'à un moment donné, il a faim et repart se réalimenter. Je vous remercie pour votre attention.